Bienvenue à un autre épisode de Tout le monde descend. Cette semaine, mon invité, c'est Jean-Noël Bilodeau, le trésorier du Zèbre Rouge, ici même à Vaudreuil-Dorion, juste à côté. On va aller le rejoindre puis on prend la route avec lui pour la journée. Nous sommes présentement avec Jean-Noël Bilodeau, mon invité aujourd'hui pour l'émission Tout le monde descend. Il est le trésorier de l'organisme Le Zèbre Rouge à Vaudreuil-Dorion. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je veux en connaître davantage sur cet organisme-là et également pour les spectateurs qui n'auraient jamais entendu parler du Zèbre. C'est quoi exactement? Eh bien, ça n'a rien à voir avec un restaurant qui servirait du zèbre le dîner. C'est pas un zoo non plus? Pas du tout, ni un zoo. Par contre, c'est un organisme dont le nom même, le Zèbre Rouge, vient beaucoup plus de la situation que les gens en santé mentale vivent dans leur société. Entre autres, quand ils ont des zèbres, ils sont très visibles et quand ils sont en plus de ça rouges, souvent ils sont vulnérables. C'est un peu l'idée. Okay. Les gens qui sont dans notre société et qui portent des problèmes de santé mentale ou déficience intellectuelle ou autre sont souvent vus comme étant un problème social, ils sont rejetés pour la plupart du temps. Et eux-mêmes se sentent comme ça, ils se sentent rejetés, ils se sentent très vulnérables de l'œil des gens, du tabou social. Alors la création du Zèbre Rouge, c'est venu du fait que il y a des services qui se donnent pour les gens en santé mentale. C'est pas des services qui sont, je dirais, complets, mais au moins, ça vient subvenir aux principaux besoins. Besoins élémentaires d'alimentation, besoins alimentaires, besoins d'hébergement, tout ça. Mais quand vient le temps de donner un sens de la vie à des gens à qui on l'a enlevé le sens de la vie, par les médicamentant, en leur enlever peut-être tout espoir de normal, mais là, il arrive tout le problème de l'intégration. Cette personne-là est quand même un citoyen à part entière et on lui donne tout à coup, on lui enlève les moyens qu'il peut avoir de l'être citoyen à part entière. Alors le Zèbre Rouge, je te dirais pas que c'est surmoyen, mais c'est un sacré bon outil pour faire en sorte que les gens, en travaillant ici, en faisant du recyclage de vélos, en réparant des vélos, qui se sentent utiles dans leur raison d'être. Ils sont utiles à la société. Ils ne sont plus cantonnés dans leur chambre à regarder la télévision et à attendre que le temps passe. Non, non, ils sont ici, ils se sentent vivants comme tout le monde, ils se sentent des citoyens à part entière. Et c'est un peu ça l'idée. Vous savez que le Zèbre Rouge, c'est pas subventionné par l'État. OK, aucunement. Pas du tout. Il devrait l'être, par exemple, parce que c'est tough en maudit à tous les mois d'aller chercher des sous pour être capable d'arriver, puis tout ça, puis vendre des vélos, c'est pas ça qu'il y a de plus rentable. C'est pas l'année non plus. Pas dans l'année non plus. Alors, tu sais, on regarde ça, puis on se dit, bien, comment on fait? Il y a des miracles. On reçoit plein d'aides de tout le monde, des commerçants qui nous aident. Ça va être des appuis dans la communauté, des avocats qui vont nous aider. Tout le monde vient nous donner un coup de main. Et c'est bâti beaucoup sur le bénévolat, dans le fond. Ouais. Ça nous permet de faire en sorte que le Zèbre Rouge survit. Et ça fait quand même depuis près de 14 ans qu'on existe et que je dis 14 ans, mettons 13 ans, qu'on est capable de survivre avec ça. Sauf qu'on pourrait développer encore plus. On est capable de desservir à peu près une vingtaine de personnes à l'heure actuelle. Et quand on regarde les besoins sociaux qu'il y a vis-à-vis de la santé mentale, de la déficience intellectuelle, même les limitations physiques, on sait qu'il y a beaucoup plus grands besoins que ceux-là et qu'une expérience comme la nôtre devrait se répéter ou du moins s'agrandir, faire en sorte que ça réponde au moins à des besoins encore qui sont toujours là. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui aimeraient bien ça, venir avec nous accompagner, y travailler. Mais je veux dire, on est quand même restreint. On n'a pas une grosse maison. On fait avec ce qu'on a, en bon français. Oui. Et donc, plus particulièrement, ça s'articule beaucoup autour des vélos durant la saison estivale. C'est ça. Donc, vous m'avez parlé de recyclage. Les gens qui viennent participer, qui font de l'intégration ici, c'est quoi leur rôle, leur poste précisément? Ils peuvent faire des tâches différentes, j'imagine? Oui, mais l'important, c'est que, dans le fond, ils sachent ce qu'ils font.
Okay. Ça, c'est super important. Même en usine, vous avez des gens qui vont être sur la chaîne de montage, qui font juste une petite partie du travail. Oui. Ils ne savent pas, dans le fond, comment ça se finit, cette histoire-là. Mais nous autres, ici, quand ils arrivent ici, ils peuvent faire tout le travail. Ils vont même suivre des cours. On a un cours qui se donne avec le ministère de l'Éducation pour de la réparation et de l'entretien de vélo. Oui. Alors, ils reçoivent des certificats, comme on reçoit des certificats. Et c'est certifié par le ministère. Mais ça nous permet d'en avoir une dizaine par année qui font ça. Il y en a d'autres, c'est à la cuisine, par exemple. Parce qu'on a des repas à toutes les semaines. On a 2 repas réguliers pour l'ensemble des participants. Donc, il y a un atelier de cuisine où, là encore, il y a des gens qui viennent, qui vont travailler à la cuisine avec les cuisinières, avec des gens qui sont là. Et eux autres aussi travaillent de la même manière que pour les vélos. Ils peuvent tout faire. On leur apprend à faire tout ça dans les limites de leurs possibilités. Mais quand on a pris comme décision d'aller vers ça, on ne s'est pas posé la question à savoir est-ce qu'ils vont être aptes ou pas. On le savait qu'ils seraient aptes. C'est des gens qui sont très intelligents. Le seul problème, souvent, c'est la disponibilité, parce qu'ils sont médicamentés. Se lever le matin, c'est dur. Ils n'ont pas toute l'énergie qu'un autre peut avoir. Mais à part ça, leur qualité de personnel demeure toute là, fondamentale. Ils sont intelligents, ils sont travaillants. Alors, nous autres, on mise sur le fait que ces gens-là, par eux-mêmes, sont capables de faire l'ensemble du travail, l'ensemble de la production. C'est plus lent, c'est plus cool aussi. Ben oui. C'est peut-être comme ça qu'on devrait toujours travailler quand on travaille dans une usine ou autrement. Ben oui. Mais il reste quand même qu'ici, la première des choses qui est importante, c'est de respecter leurs conditions. La deuxième des choses aussi, c'est de faire en sorte qu'entre eux, il puisse y avoir une harmonie. Alors ça, ces petits détails-là font en sorte qu'on est capable d'arriver avec des résultats très intéressants. Et un employé un séjour de combien de temps en moyenne? Je dis un séjour, mais je veux dire, ça l'embauche en moyenne combien de temps? Quand il arrive ici, là, je veux dire, c'est à peu près seulement les conditions que nous impose le gouvernement sur les plans d'emploi qui vont faire en sorte qu'il sera plus ici. Mais même, il y en a quelques-uns, par exemple, qui ont terminé leur programme et qui vont rester bénévoles. Parce que de toute façon, ça les occupe et c'est pas sûr que demain matin, ils vont partir et ils vont aller se trouver un emploi à temps plein, dans des conditions souvent qui sont très difficiles. Ils vont plutôt préférer rester autour, continuer de faire ce qu'ils font, continuer de se sentir utile, continuer d'avoir une estime d'eux-mêmes sans que ça brosse trop. Ça fait que, tu sais, dans le fond, quelque part, le Zèbre Rouge, ça devient comme une sorte de grande famille où on est bien quand on y est. Mais en 14 ans d'histoire, 13 ans, c'est quoi la plus grande évolution, le plus gros changement que vous avez remarqué à travers les années? Bien, c'est l'état des personnes. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici qui, avant, n'avaient aucune activité, étaient cantonnées dans leur chambre, ils ne faisaient aucun travail. Puis là, tout à coup, tranquillement, et ça prend des années parfois, et on commence à s'intégrer. Puis aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, il y en a beaucoup qui sont schizophrènes. Les schizophrènes, ils vivent des retraits. Ils s'arrangent pour, effectivement, ne plus rien faire, ne plus voir personne. C'est les familles qui sont pris avec quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre, tout ça. Bien, ici, on en a quelques-uns. Puis dernièrement, il y en a un parmi eux qui s'est mis à inviter les autres à faire des activités par eux-mêmes. Alors, ils vont au cinéma, ils se ramassent 5-6, ils vont au cinéma, ils vont jouer au hockey, ils vont faire du soccer. Et ça, il n'y a pas d'intervenant qui est autour d'eux autres et qui leur dit « Hey, on fait tout ça ce soir. » Non. Ça s'est fait entre eux. Et ça, là, s'il y a quelque part quelqu'un qui analyse c'est quoi la socialisation, mais qui vienne ici voir comment ça se bâtit. Ça prend plusieurs années, mais il y a une réussite au bout qui est assez extraordinaire. Alors, de savoir que quelques-uns de nos schizophrènes, nous autres, sont sortis de ces symptômes-là pour aujourd'hui être capables d'avoir une vie normale, ça, c'est extraordinaire. Et c'est donc vous, est-ce que vous êtes de la région? Oui. Ça vous tient à cœur de vous impliquer non seulement pour cette cause-là, mais dans votre région, dans votre communauté? Oui. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé ici, une des raisons pour lesquelles on a commencé à s'intéresser, mon fils avait des problèmes de santé mentale, mais on a commencé à s'y intéresser vraiment parce qu'il n'y avait pas vraiment de service. Alors, c'est une région qui est drôlement située dans la géographie. Il n'y a pas ici, là, il n'y a pas de palais de justice, il n'y a pas d'école secondaire, mais il n'y a pas de cégep, il n'y a même pas de centre culturel. C'est une région qui vit en lien avec ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe à Valleyfield, et pas grand-chose. Alors, nous autres, on avait besoin d'avoir des services à proximité, donc on a commencé à se donner des services. Et je pense que je viens peut-être
peut-être d'une génération, je ne sais pas trop, qui avait besoin de faire bouger les choses. Alors, on a fait bouger ça, puis on a créé un organisme de santé mentale, le premier, qui était Arc-en-Ciel, puis après ça, le Zèbre Rouge. Et là, aujourd'hui, bien, c'est bien installé. Mais ça fait partie, je dirais, d'une dynamique sociale pour se donner des services. C'est pas ironique, ça, c'est juste l'expression d'un besoin. Ah oui. En tout cas, on a fait ça, puis je pense qu'on est assez fiers. Alors là, on va prendre la route, si ça vous convient, avec aux adresses que vous nous avez proposées. Donc, à la bibliothèque, on va aller voir ça. On va aller également à la maison Tressler. On va terminer un café que je ne connaissais pas, Anis et Marjolaine, c'est ça? Oui. Bon, bien, si vous êtes prêts, on va prendre la route. Parfait. Alors, je vous accompagne. On commence cet itinéraire avec la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion où nous amène Jean-Noël aujourd'hui. Elle a 20 ans environ, cette bibliothèque-là. Et avant, vous faisiez partie du comité citoyen pour justement faire en sorte que ce projet ait lieu. Oui. D'ailleurs, la ville de Vaudreuil-Dorion connaît un grand développement aujourd'hui, mais à l'époque, la commission scolaire avait une petite bibliothèque pour les étudiants, c'était des jeunes, et les citoyens allaient là pour aller chercher des livres. Alors, on va sans dire que les collections n'étaient pas très développées et que c'était un lieu qui n'était pas nécessairement ouvert à la méditation, comme ça peut l'être ici, ou à la lecture, mais tranquillement, ça a duré pendant 7 ans, ce comité-là, à faire des pressions. Puis il y avait 2 villes à l'époque, hein? Il y avait Vaudreuil et Dorion, c'était pas fusionné. Alors, naturellement, une bibliothèque, il fallait d'abord savoir dans quelle ville elle serait. Et finalement, le projet de la bibliothèque qui était venu de tout ce comité-là, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui y participait, ça a été de réunir les 2 villes. Alors, les 2 villes, finalement, les conseillers se sont réunis, tout ça, et curieusement, il est né le projet de fusion et la bibliothèque est devenue presque le projet de la fusion, ce qui était quand même extraordinaire. Finalement, il est installé à Vaudreuil, mais pas loin de Dorion. Mais il reste quand même que c'est une des plus belles bibliothèques qu'on a au Québec. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette bibliothèque-là fait 275 000 prêts de livres par année. C'est une des plus importantes. Je me rappelle en tout cas qu'à l'époque, il fallait bien qu'ils mettent un stationnement ici en avant. Alors, ils avaient un stationnement, un grand espace pour le faire. Ils l'ont à peu près découpé en moitié en se disant, la bibliothèque ne viendra pas de monde. Venez donc voir un dimanche, c'est plein, ça déborde sur les autres stationnements. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait je dirais, un désir de connaissance, une volonté pour la population de s'approprier ce lieu-là. Mais comme je vous ai dit, c'est une appropriation citoyenne. Il n'y a pas personne qui est arrivé puis a dit, là, on va leur remettre une bibliothèque. S'ils chialent, c'était pas ça pantoute. C'est vraiment la volonté du monde. Et on a été très chanceux. Et cette année, il y a même un projet d'agrandissement. OK, déjà. Oui. Alors, c'est très bien parce qu'ils vont faire des petites salles probablement. Puis, ils vont agrandir, ils vont doubler, peut-être pas doubler, mais en tout cas, le nombre de collections, ils vont aller vers le numérique. Tu sais, c'est toutes des choses, ça, auxquelles on est quand même très chanceux d'avoir accès. Oui. Et la ville, s'est développée, heureusement, en même temps, se sont développés les projets culturels, les outils culturels dont la population a besoin. Je suis bien content. Comme moi, il y avait Micheline Brault à l'époque, il y avait Mme Louise Leblanc-Vallée. Ça, c'était des gens qui étaient autour de nous et qui ont collaboré puis travaillé à faire en sorte qu'on ait cette bibliothèque-là. À l'entrée, là-bas, il y a une petite murale, dans le fond, avec des mots. Elle est grande. Non, elle est quand même grande, mais c'est plusieurs petites. Donc, c'est vous qui l'avez fait avec... Avec un groupe d'alphabétisation, parce que les autres, ils choisissaient les mots, avec des employés aussi de la bibliothèque. Et l'idée, c'est les mots. Alors, ce que pour moi les mots voulaient dire, où je les ai cherchés. Donc, il y a comme une espèce de générique dans tout ça qui fait en sorte que j'ai été chercher des livres auxquels correspondaient à ma recherche personnelle sur les mots. Alors, ça a été un beau projet qui a été long à faire, mais finalement, ça a abouti. Puis je trouve qu'il y a bien sa place ici aussi. Vous exercez quand même cet art-là assez régulièrement, l'art visuel, parce que je sais qu'au Zèbre Rouge, il y a quand même plusieurs trucs sur les murs que vous avez fait. Donc, je suis un artiste visuel, alors ça me permet
De joindre justement... Oui, puis d'avoir des pièces qui sont autour de moi, là, dans les endroits que je connais et que je fréquente. Et il y a un petit partenariat qui se fait avec le Zèbre Rouge, oui, donc? Mais oui, parce que quelques matins par semaine, on a un petit coin, il est là d'ailleurs, dans ce coin-là, et ce petit coin-là, ben, c'est le coin café, biscuits. Alors les gens peuvent venir ici, se prendre un bon livre, siroter leur café, et le Zèbre Rouge devient un partenaire de la bibliothèque. C'est une belle réunion. Tout à fait, très d'accord avec vous. Et ben nous, on va peut-être se promener un petit peu, profiter de l'endroit, mais surtout poursuivre notre route et aller à la Maison Tressler. Très bien. Maintenant à la Maison Tressler avec Louise Leblond-Vallée, qui est la directrice de la maison. Merci de nous accueillir. Bonjour. Et Jean-Noël, pourquoi avoir choisi la Maison Tressler pour la journée? Je pense que pour tous les gens qui restent à Vaudreuil-Dorion, la Maison Tressler a toujours été là. Je pense que personne ne peut passer à côté. C'est assez étrange parce que, d'abord, c'est une maison absolument magnifique que la Fondation a entretenue, que dirige Louise. Puis, il y a eu tellement d'activités culturelles ici que quand on parlait de culture là, dans les années 80, tout ça, bien, c'est ici qu'on référait. Alors, les expositions de peinture, moi j'ai collaboré à quelques-unes, des concerts, tout ce monde-là avait vraiment une grande activité culturelle. On était toujours ensemble quasiment. On avait, moi je sais que à cette époque-là, là, je venais à la Maison Tressler quasiment aux 2 jours. En tout cas, ça a été un bon moment, ça. Aujourd'hui, il y a de plus d'activités, mais il reste quand même que, bien, elle peut vous en parler, c'est encore là. C'est encore dans, on vient tout le temps régulièrement. Il y en a qui viennent pour le thé, là. Ben, ça, c'est... Les gens font ça un peu, là. Mais c'est bon. Moi, je suis venu avec des amis. Si on vient passer un après-midi, c'est vraiment agréable. Et Louise, un gros été que vous avez quand même. Oui, le 32e Festival des concerts d'été. Aujourd'hui, c'est le 5e déjà. Alors, ça va vite. L'été passe si vite. Et l'été, naturellement, quand j'ai les étudiants, cette année, j'ai la chance d'avoir 5 étudiants. On est ouvert à l'année. On travaille avec une toute petite équipe, des bénévoles, parce qu'avec des bénévoles, on accomplit plein de choses. D'ailleurs, ce qu'on a accompli antérieurement, je pense, c'est grâce aux bénévoles et justement au support et au soutien des gens de Vaudreuil-Dorion, effectivement. Alors, on est très heureux et il faut travailler fort pour la conserver. C'est une maison qui est lourde à supporter et surtout lourde au niveau des coûts. Ça, les gens l'ignorent. Les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'on paie des taxes au niveau des assurances. On a eu un petit dégât dernièrement avec un arbre qui est tombé. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on a des... Il faut gravir des montagnes pour y arriver chaque année. On le fait depuis plusieurs années, mais heureusement, le soutien de la communauté est très important. Ouais. Puis il y a même un lien entre le Zèbre Rouge et la Maison Tressler, parce que cet été, on a un petit projet. Oui. C'est pas un gros projet, mais on l'aime beaucoup. C'est qu'ils ont des vélos qui sont ici gratuitement pour les visiteurs du musée. Alors, dans chacune des places, et donc ici, il y en a 2. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'effectivement, ils sont loués. Ils ont même doublé parce qu'à matin, il y avait 4 personnes, puis on est allé en chercher 2 autres. Mais ici, Maison Félix-Leclerc et le musée ont cette espèce de collaboration avec le Zèbre Rouge. On essaye ça. C'est un petit projet, mais on ne sait jamais. Ça peut devenir grand aussi un jour. Mais pour l'instant, en tout cas, on est très satisfait parce qu'il y a une certaine demande. Alors, on va vérifier ça dans les prochains mois. Vélo-culture. Vélo-culture. Avec la population qui est grandissante et qui a été exponentielle dans les dernières années, comment ça se répertorie ici à la maison? Est-ce que vous voyez un changement dans les habitudes, dans les visites? Ça fait 15 ans, moi, que je suis ici. Il y a eu des changements. Il y a beaucoup plus de gens de la région maintenant qui la fréquentent. Les membres du conseil d'administration maintenant sont des gens de la région, ce qui autrefois n'était pas le cas. Alors, il y a un sentiment d'appartenance qui se développe graduellement. Et ce qu'on veut, c'est justement que les gens se l'approprient, que les gens viennent, que les gens l'aiment, que les gens veulent justement exposer ici, faire des concerts, assister aux concerts, venir aussi l'histoire. L'histoire de cette maison-là, elle est fascinante parce que notre principal mandat, c'est la conservation et naturellement de véhiculer l'histoire de Jean-Joseph Tressler et des descendants. L'histoire est très importante et intéressante.
Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Louise. Et nous, on poursuit la route, mais quand même, je vous souhaite un très bel été pour ce qui reste. Profitez-en. Merci d'être là. Puis merci Jean-Noël d'être ton coup de cœur. On termine notre route à Saint-Lazare, au café Anis et Marjolaine, avec le propriétaire Alvaro Martinez. Merci de l'invitation. Salut. Alors, explique-nous votre café ici. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Moi, j'ai ouvert ici le 14 juillet en 2001. Alors, ça fait déjà 15 ans qu'on est ouvert. Et puis, pendant ce temps-là, on a eu la chance d'avoir toutes sortes d'aventures et toutes sortes de chemins, de parcours culinaires et autres. Alors, ça a été bien intéressant jusqu'à présent. Avez-vous une spécialisation culinaire, justement, d'une origine quelconque, où vous êtes spécialiste? Mais ici, on fait surtout une cuisine du terroir, mais on essaye de trouver des produits qui sont locaux, régionaux, et ça fonctionne assez bien. On a un petit peu nos spécialités, je dirais, c'est surtout la bavette, le canard. Des fois, on ajoute aussi l'agneau et d'autres gibiers aussi qui pourraient être locaux. Ça donne un peu une idée du type de cuisine, parce que Alvaro est venu travailler avec nous. Ben oui, c'est ça, là, vous connaissez depuis longtemps. Là. Alors, c'était ça la cuisine qu'on mangeait. On s'en plaint pas. C'était vraiment un luxe. Là, tu sais. Mais c'était d'ailleurs vraiment un luxe dans le sens où on avait un accès à la nourriture assez incroyable de la part de l'IGA, tout proche, et d'autres fournisseurs, je pense. C'est encore la même chose maintenant avec Moisson sous l'Ouest, avec Rachel Berry, avec même Tigre Géant, IGA. Ah oui. On a une panoplie de possibilités. Alors c'était incroyable. On avait l'impression d'aller chercher des produits qui normalement étaient moins accessibles ou moins présentable. Oui, moins présentable pour la clientèle en général. Et nous, on faisait des repas qui étaient quand même très bien avec ce qu'on avait comme produit. On a même acheté ensemble, dans un encan, un stock incroyable de pâtes. On en a eu pour 2 ans. Alors, parce qu'il y avait un restaurant qui avait fermé. Alors, il y avait plein de pâtes comme ça. OK, inutile de demander, Jean-Noël, pourquoi tu as choisi l'endroit. Évidemment, c'est que votre amitié... D'abord, j'aime beaucoup les pâtes. Je sais qu'il en reste encore. Mais ça a été un bon bout de chemin qu'on a fait ensemble. C'était vraiment intéressant. Ouais. Et ici, votre clientèle, est-ce qu'elle grandit avec le temps? En 15 ans, j'imagine, vous avez... Ma clientèle, elle a beaucoup. Elle évolue, elle change, parce que je pense que Saint-Lazare, c'est un peu... malheureusement, un genre de ville dortoir. Et les gens viennent, résident pendant quelques années et repartent. Mais j'ai le plaisir de voir souvent des gens qui sont encore de passage à Montréal et qui font le détour pour venir manger ici. Et ça, c'est très, très agréable. Mais on a une clientèle assez régulière, de Saint-Lazare, de Hudson, un petit peu de Sainte-Anne-de-Bellevue, aussi de l'ouest de l'île. C'est bien. Et là, on pourrait profiter de la tribune pour briser le mythe que Anis et Marjolaine, ce ne sont pas vos enfants. Mais d'où vient le nom? Alors, le nom, c'est une contraction de mon nom à moi, c'est Alvaro Martinez. Alors, j'ai utilisé les lettres, les mêmes lettres. Mais en plus, c'est que l'anis, on le retrouve beaucoup dans toute la cuisine, dans toute la pâtisserie nord-africaine. Que j'aime particulièrement. Et puis, la marjolaine, ça fait partie du bouquet garni, en fait. Alors, c'est intéressant de pouvoir utiliser ces épices de façon régulière. Je fais un saumon, un gravlax de saumon qui est mariné à l'érable, une érablière d'ici de Sainte-Marthe. Et puis par la suite, je marine le tout, ou je parfume le tout avec l'anis et la marjolaine. Ça donne un très bon goût. Alors, j'aime bien. En tout cas. Et vos allez-y. Non, ça va. Et vos connaissances culinaires, dans le fond, votre bagage, vous avez pris ça de où?
Mais moi, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs hôtels, dans le Reine-Élisabeth à Montréal pendant un nombre d'années. En fait, j'ai travaillé là pendant 11 ans. Puis ensuite, j'ai été avec la compagnie Fairmont un petit peu partout dans l'Est canadien, alors à Halifax, et puis ensuite au Nouveau-Brunswick, à St. Andrews by the Sea. Et je suis retourné à Montebello et à un moment donné, dans ma crise de la quarantaine, j'ai décidé que je quittais les grosses places et la grosse production pour un restaurant à moi, pour pouvoir faire une cuisine que j'aime et propre à mes goûts et offrir aux clients une ambiance qui reflète un petit peu ce que je suis. Et ça vous permet d'essayer plusieurs choses, j'imagine, d'avoir son propre restaurant. Faites-vous des essais-erreurs ou vous essayez des nouveaux trucs? Absolument, et on n'a pas le choix que de faire essais-erreurs, mais c'est surtout aussi intéressant parce qu'on peut, selon les saisons, changer rapidement le menu. Il n'y a rien qui est trop fixe, ce n'est pas une grosse machine, alors on peut s'adapter aux saisons, on peut s'adapter au goût des gens, on peut faire n'importe quoi qui est plaisant. Alors, pendant la Coupe mondiale, si on avait eu un petit peu plus de temps, on aurait certainement fait une belle cuisine portugaise. Et je vois même que jusqu'à dans vos heures d'ouverture, votre horaire, vous êtes assez flexible. On est très flexible. En fait, j'ouvre du jeudi au lundi de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Alors, on est toujours là pendant ces heures-là, mais c'est amusant comment la clientèle peut toujours penser qu'on est souvent fermé. C'est parce que ça nous arrive de fermer à quelques reprises quand on a des traiteurs, parce qu'on fait aussi du service traiteur ou chef à la maison. Et ça m'arrive des fois de fermer, mais c'est plutôt rare. Alors, dans un de nos promenades, j'avais trouvé justement en Nouveau-Brunswick quelqu'un qui avait affiché des heures d'ouverture et puis j'ai décidé qu'elle collait très bien à ma peau. Mais l'horaire est quand même assez fixe. C'est vraiment du jeudi au lundi de 9h à 9h. Et pour conclure, Jean-Noël, c'est quoi ce que vous préférez quand vous venez ici? C'est quoi vous commandez? Il y a une chose dont il ne vous a pas parlé, c'est que ça lui arrive de faire la cuisine avec ses clients. Mon Dieu, c'est assez particulier. OK. Donc, vous initiez quiconque qui Oui, on est venu s'essayer. un soir avec des amis, puis là, on était dans sa cuisine, il nous montrait comment faire. Et tout, oui. Ah oui, intéressant. C'est parti. J'en ai appris beaucoup. Atelier de cuisine, c'est exact. Mon Dieu, Ils ont des raccourcis qu'on ne connaît pas toujours. C'est très bon à savoir. Parfait, donc on peut se faire un petit chill. Merci beaucoup de la visite. À la prochaine. C'est ce qui conclut l'épisode de Tout le monde descend. Merci beaucoup d'avoir été là et surtout un gros merci à mon invité Jean-Noël Bilodeau qui nous a fait découvrir la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, la maison Tressler ainsi que le beau petit café Anis et Marjolaine. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un autre invité et d'autres découvertes.